Allez les amis, pour la dernière de l'année 2024 et c'est pas le soir donc on emmerde les voisins. Vamos! Le Real Madrid fait les devoirs à domicile contre Séville. Victoire 4-2 pour conclure l'année en Liga en beauté. Une année 2024 qui bien sûr a été riche en succès pour le Real Madrid. Une Liga qui ces derniers temps a totalement changé de face avec en plus le match qui s'est déroulé hier soir entre l'Atlético et le Barça qu'on a débriefé sur la chaîne aussi. Un dénouement d'un braquage digne d'un remake de la Casa de Papel qui certes n'arrange pas au niveau comptable le Real Madrid mais qui quand même nous a permis de voir des Catalans à terre et de l'autre côté d'avoir une Liga peut-être qui va se dessiner entre les équipes de Madrid. Pour peu que les deux équipes gagnent leur match en retard en début d'année, le Barça peut être troisième et largement éloigné des débats. Même si la saison est longue et que la mauvaise passe du Barça peut arriver au Real ou à l'Atlético, et même plusieurs fois de part et d'autre, globalement, le Real Madrid est comme ça maintenant. Un peu comme tout le monde ici. Et franchement, ça fait plaisir. Voir que les joueurs aujourd'hui du Real, les joueurs du Real, se sont donnés, ont fait un match vraiment important, mis à part les 2 buts encaissés qu'on décryptera tout à l'heure, le match a été incroyable. Une des premières mi-temps parmi les plus éclatantes de la saison. Et surtout, je vais vous le dire, là ça fait plaisir de voir un classement comme ça. Même si on est deuxième à 1 point, là... je suis content de voir du vert, de voir des résultats, de voir des buts, de voir en plus que le Real, en ce moment, est sur une série de quelques matchs avec 3 buts minimum marqués. Donc là, au niveau même des buts marqués, petit à petit, on retrouve un peu le niveau qu'on devait avoir. Et là, le Barça, ils ont plus que 10 buts d'avance sur nous. Attention, on peut peut-être un jour devenir la meilleure attaque de la saison. J'y crois en tout cas. On a eu un match, les amis. On a eu un match avec de la maîtrise, de la solidité, de la stabilité, de l'envie, de l'impact, des mouvements, du jeu simple et efficace. Et moi j'ai envie de vous dire, c'est tout ce que je vous répète depuis le début de la saison. Tant que tu joues pas simple, tant que tu ne joues pas pour le copain, tant que tu mets pas ton ego de côté, tant que Carlo ne met pas tous les joueurs au bon poste quasiment, avec une tactique quadrillée et que les mecs ne se dépassent pas, on peut pas gagner. Même si Séville, c'est pas le meilleur Séville de l'histoire. Même si c'est pas le Séville qui a remporté les Europa League à l'appel comme nous on prend les Ligues des Champions. Ça reste quand même une belle équipe de Liga, qui sait jouer et qui sait te faire mal par moment, qui sait te déstabiliser. On les a pas, en tout cas, ils nous ont pas battus depuis 2018, certes, mais... plus une série est longue, plus elle peut s'arrêter. Si tu prends pas les matchs avec sérieux, c'est compliqué. Mais là, quand tu vois qu'on s'est bien battu dans les duels, qu'on a bien dominé le terrain, qu'on a eu plus d'occasions franches, qu'on a marqué des bombassos, des buts collectifs, qu'on a tenu la balle et qu'on a bien empêché Séville de déployer son football, c'est qu'on a fait le bon travail. Et d'ailleurs, avant de commencer l'analyse tactique pure et dure, je tiens quand même à faire un petit hommage à Jesus Navas, qui, moi en tant qu'Espagnol, forcément me touche énormément parce que il a quand même fait 988 matchs en pro. Là, il a joué 6 mois gratuits malgré des problèmes à la jambe, aux articulations, des douleurs qui l'empêchaient vraiment de jouer de base, mais face à la crise de Séville, qui peut pas recruter et tout, il a joué 6 mois gratuits. Et pour moi, c'est un exemple de joueur en tant qu'homme, en tant que maturité, en tant simplement que côté humble du footballeur, qui a gagné énormément avec la sélection, plusieurs euros, la Coupe du Monde, qui a gagné la Ligue des Nations, qui a fait énormément de bien à la sélection espagnole, mais aussi à Séville en club. Et pour moi, c'est un très grand joueur qui aurait peut-être mérité des clubs encore plus grands. Et franchement, bravo à lui. L'hommage du Real et du Bernabéu a été exceptionnel, tout comme Séville qui a fait la haie d'honneur pour la Coupe intercontinentale. Merci à eux. Et franchement, la relation entre les deux clubs est exceptionnelle et elle devrait être montrée dans toutes les écoles de foot pour montrer un exemple entre deux belles institutions qui se respectent. Et franchement, bravo Jesus Navas, tu vois. J'aimerais aussi dire, vite fait, avant ça, merci les amis pour cette belle année 2024. Merci pour ce dernier débrief au passage de l'année 2024. On a été très nombreux à parler ensemble, à échanger ensemble, avec bienveillance dans les commentaires, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, que vous soyez supporter du Real, du Barça, de l'Atlético, du PSG ou peu importe, vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne. On est quand même, à l'heure où je vous parle, 91 939. Au début de l'année, on était environ 50 000. Je sais pas si vous vous en rendez compte. En même pas une année, on a presque doublé le nombre d'abonnés les amis. Et je vous en remercie énormément parce que j'essaye de partager avec passion mon analyse tactique la plus fine possible. J'essaye de vous montrer mes connaissances football avec en plus des formats qui s'améliorent grâce à vos commentaires et vos retours. Donc merci
énormément pour la force que vous m'apportez. Et je vous souhaite d'avance de joyeuses fêtes, une belle fin d'année aussi, de passer Noël et tout ça en famille pour ceux qui le fêtent. Et juste simplement d'être heureux, de vivre de vos passions, de vivre aussi de vos projets et de ne pas abandonner même quand c'est difficile. Et vraiment, merci pour tout l'amour que vous me donnez, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Parce qu'avant tout, on est des hommes passionnés et c'est pas le foot qui doit faire en sorte qu'on s'insulte, mais qui nous rassemble, tu vois. Et franchement, merci et j'espère qu'on passera en 2025 les 100 000 abonnés et qu'on ira bien plus loin ensemble. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent discuter avec moi en dehors des vidéos de football, de manga, d'animé ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, AlexandreYT07. T'as aussi le lien en description de mes vidéos si jamais tu veux le retrouver directement par là sous la vidéo. Et comme ça, tu pourras discuter avec moi de plein de choses. Et si vous pouvez me faire un petit cadeau pour qu'on se rapproche des 10 000 abonnés sur Instagram, ce serait extrêmement incroyable. Et merci aussi à ceux au passage qui s'abonnent ici, qui me donnent de la force, le petit pouce bleu, etc. Merci à tous les amis. Enfin bref, maintenant qu'on a fait des petites choses gentilles, il est temps de passer à l'analyse tactique. Avec bien sûr les compositions. Alors la composition de Séville, c'est à peu près celle que j'avais donnée dans l'avant-match, donc pas de surprise de ce côté-là. Des joueurs qui sont pas très rapides derrière, un milieu de terrain qui peine à imposer son jeu, qui a quand même des joueurs qui savent, on va dire, mettre de l'intensité, mais si en face t'en as plus, ils sont totalement paumés. On a vu une équipe de Séville obligée d'être regroupée, mais qui était aussi un peu coupée en deux avec une attaque qui était trop isolée. Je l'avais dit, Luque Bacchio, Romero, ils allaient se retrouver souvent tout seuls et souvent en peine, mais ils ont quand même réussi à se créer des occasions, ces petits filous. Mais de l'autre côté, le Real a quand même joué avec une surprise. Kamavinga, arrière gauche, c'était pas prévu, tu vois. Alors, Kamavinga, arrière gauche, il est exceptionnel, même meilleur que Mendy et Fran Garcia sans être un arrière gauche de métier. Comme quoi, tu peux être meilleur que d'autres spécialistes du poste en étant pas de ce poste-là. N'est-ce pas Tchouaméni qui nous fait encore des erreurs en défense centrale monumentales et qui sont pas dignes simplement d'un défenseur central, dignes simplement d'un joueur de football. On en reparle après. Mais Kamavinga, tu vois, quand il est à gauche, ben, défensivement, il est ultra solide. Dans les face-à-face et tout, il est un contre un. En attaque, il est exceptionnel parce qu'il déborde, il se déplace, il a la qualité de relance, il sait faire les bonnes passes, faire les bons appels pour libérer les espaces pour les autres, il fait des bons centres, il fait énormément de belles choses. Kamavinga, c'est un joueur total. Sauf que moi, ce qui m'embête, même si j'adore ce positionnement-là parce que Ceballos peut être mis au milieu de terrain, et Ceballos, même s'il y a une grosse concurrence, pour moi, il devrait être de base, limite un titulaire indiscutable. Tellement il apporte dans le jeu, la grinta, les passes vers l'avant, la vision de jeu qui permet de, un peu comme un Toni Kroos, d'alterner les bons et les mauvais moments, tu vois, de le bon tempo et le tempo rapide et lent, tu vois. C'est quelqu'un qui est exceptionnel, mais qui subit une grosse concurrence avec Jude Bellingham, Valverde, Camavinga, etc. Et pour moi, Ancelotti, il a voulu créer du contrôle du jeu contre Séville, du fait qu'il a mis ici. Mais Kama, même s'il apporte la sérénité, j'ai envie de dire que ça doit être normalement la saison de Camavinga en tant que titulaire du Real Madrid, au milieu de terrain. Si à chaque fois, même quand tu as les arrières-gauches qui sont disponibles, tu m'enlèves Camavinga du milieu de terrain, le problème c'est que tu vas jamais vraiment l'installer au milieu de terrain. Et ça c'est un petit peu dommage. Même si le résultat final est plus intéressant que le sort de certains joueurs individuellement, pour moi Kama doit rester titulaire au milieu de terrain et pour toujours. Un joueur indiscutable, tu l'enlèves pas de son poste, sauf en cas d'urgence. Et là, à ma connaissance, il n'y avait pas d'urgence d'enlever Camavinga du milieu de terrain. Et c'est un peu dommage. Enfin bref, sinon tout le reste était très bon. Brahim Diaz, Rodrigo, Kylian, match énorme, on va en parler de toute façon de Kylian. Mais déjà le Real, comme je disais, était bien installé dans le terrain. Une première mi-temps qui était splendide, ordonnée, fluide, solide, impactant. Simplement, comme je dis souvent, le Real Madrid. Un Séville qui était en place, on va dire, au début du match, qui essayait de garder ce 4-4-2, qui essayait de garder, on va dire, ce côté où le groupe va coulisser de gauche à droite, verticalement et tout, et horizontalement, mais, dès que Séville essayait de monter un peu trop le bloc, ou essayait de relancer, le Real était tellement en place, pour ressortir la balle, pour leur prendre et simplement déclencher les occasions, Séville volait en éclats. On est quand même parti d'ici, de notre terrain à nous, quelques passes de Kama, de Bellingham, qui a enchaîné directement, Rodrigo avec l'appel de Camavinga qui était ici, qui entraîne les défenseurs avec lui, qui ouvre l'espace pour Kylian, qui a maintenant tout le loisir d'armer une frappe de zinzin, et te la met en pleine lucarne, comme contre le Celta de Vigo. Et tu vois, Kylian Mbappé, je l'ai beaucoup taillé, j'ai beaucoup mis comment on appelle ça, en évidence son manque d'adaptation, son manque de talent, son manque de niveau, du moins au début de saison. Après, quand je dis manque de talent, c'est peut-être un peu abusé. Parce que le joueur, on rappelle quand même, qui vient au Real Madrid dans la peau d'un
possible meilleur joueur du monde. Et forcément, avec le plus gros salaire, la plus grosse prime à la signature, 2-3 ans d'attente, voire plus, on en voulait plus. On pouvait pas se contenter de penalty, de tap-in, et forcément de matchs où il était inutile dans le jeu, toujours hors jeu, jamais dans les bons tempos, des dribbles ratés, etc. Mais là, depuis qu'il a fait l'interview avec Click, il est exceptionnel. Enfin, il est très très bon, on va pas se mentir. Et moi, quand un joueur est pas bon, je le dis. Quand un joueur est bon, je le dis. Je vais pas vous dire qu'il est bon quand il est mauvais, et pas vous dire qu'il est mauvais quand il est bon. Aujourd'hui, Kylian, je le dis, peut-être pardon pour tous mes dérapages d'avant, mais au-delà de ça, parce qu'il peut encore avoir des mauvaises périodes, hein, et vous inquiétez pas que quand il fera des mauvais matchs, je vais pas le rater. Lui, comme Jude Bellingham, comme Rodrigo, comme Vinicius, s'il y en a un qui est pas bon, je le dis. Mais tu vois, là aujourd'hui, il est en forme, il est bon, on sent qu'il est libéré. Il prend ses prises de balles magnifiques, il n'hésite pas à dribbler, il n'hésite pas à la conserver, il est moins en mode le ballon lui brûle les pieds, il combine avec Rodrigo, avec Bellingham, avec Kama, avec les milieux de terrain derrière lui, il fait des bons déplacements, il donne à Lucas Vazquez, il donne à Brahim, il n'hésite pas à alterner avec Rodrigo, parce que Rodrigo était à gauche de base et lui en pointe, mais ils ont alterné tout le long. Et tu vois, il se déplace sur toute la largeur du terrain pour donner des bons ballons, pour apporter du danger, des frappes. Alors certes, il a raté des occasions aujourd'hui. Il a raté au moins 2 ou 3 occasions franches, dont celle-ci que Sorloth notamment a mis hier contre le Barça, en un peu plus difficile. Là, il a raté à un moment donné où il a dribblé le gardien, mais c'est trop excentré. Il a raté un autre moment où il a fait une belle frappe en tout cas qui était pas mal. Mais tu vois, sur le 4e but du Real Madrid, c'est lui qui prend la balle, il dribble, il se met dans le bon sens du jeu, il donne à Vazquez, qui la remet à Kylian Mbappé, Brahim avec son intelligence qui fait l'appel dans le trou avec les défenseurs qui sont obligés de sortir sur Kylian, qui en une touche de balle donne un caviar. Et ça, il n'était pas capable de le faire il y a 5-6 matchs. Mais maintenant, il le fait. Parce que l'affaire en Suède, c'est terminé. Parce qu'il a dit toutes les vérités. Il a démenti les rumeurs qui étaient mauvaises autour de lui en parlant. Comme quoi, se confier et parler et mettre fin aux mauvaises rumeurs et tout, bah, ça permet de libérer un joueur. Mentalement, il est là, et physiquement il avait déjà ce qu'il fallait. Il s'est affûté encore plus, et maintenant il est pas mal, tu vois. On a un raté de Vazquez aussi juste après, notamment là après la passe de Bellingham. Mais tu vois, pour rester sur Kylian, pour moi, il a fait un match de fou. Et le bombasso qui te sort, ben tu vois, c'est à l'image de ce qu'il est. Un joueur talentueux qui peut faire la différence dès le début des matchs. Et parce qu'il doit faire la différence dès le début des matchs, pas quand il y a 3, 4 ou 5-0, tu vois. Derrière, donc Vazquez qui rate, mais sur la continuité du corner, frappasse de Valverde, 5e but de la saison, 5e but comme je vous l'ai mis à gauche, en dehors de la surface. Et regardez d'où il a tiré à chaque fois. C'est exceptionnel, la balle elle tourne comme as, tellement il la prend puissante. Et ça c'est une arme que le Real Madrid ne déployait pas avant, et que maintenant aujourd'hui, avec des grands frappeurs comme Kylian, comme Jude, comme Valverde, comme je sais pas, n'importe qui en fait, on a des bons tireurs. Et ben il faut tirer. Quand tu as des défenses regroupées ou simplement des balles comme ça, tu as plein de combinaisons qui sont possibles. Sur coup franc, sur sortie de corner, quitte à pas les jouer parce que de la tête on n'est pas très bon, il est vrai, bah autant sortir et frapper derrière. Et quand c'est cadré avec la puissance, en général, Valverde il la met au fond. En plus, moi ce que j'ai beaucoup aimé, de la part de Kylian, de Rodrigo et de Brahim notamment, les 3 attaquants, c'est qu'il y avait un pressing de tous les instants. Là, tu montrais à Séville que tu pouvais y être. Si tu devais les suivre en allant aux chiottes, et ben t'y vas aussi. Et tu vois, tu leur mettais le doute. Tu mets de l'agressivité, tu les empêches de bien relancer, tu les empêches d'être sereins. Et bah là, Rodrigo il récupère la balle ici, après que Jude il ait fait un tacle pour essayer de marquer, mais il l'a pas eu sur un centre de Kylian. Rodrigo il la prend, et la balle, sur sa frappe, elle passe à ça de la lucarne. Et tu vois, c'est comme ça que tu crées des belles occasions, que tu crées de la continuité, que tu galvanises tes troupes. En mettant le bon exemple sur les attaquants qui sont les premiers défenseurs. Et pas en défendant les mains dans les poches et en matant les oiseaux qui passent. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, Jude Bellingham qui a fait un match exceptionnel. Il n'a pas marqué, on l'a vu un peu frustré quand il est sorti dans le sens où il faisait les mêmes appels que Kylian, il essayait à chaque fois de gratter les ballons comme un avant-centre. Il voulait marquer parce qu'il avait cette continuité de vouloir marquer sur un 7e match consécutif en Liga, ce qui aurait peut-être été un record, ou en tout cas pas loin de Benzema qui est un peu plus loin je crois. Mais globalement, il est énorme Jude Bellingham. Et là tu vois, là Rodrigo récupère un ballon, il lui transmet, il était sorti du marquage de ce joueur, il l'a transmis à Vazquez qui ensuite part en profondeur avec Brahim Diaz, le petit doublé, le petit 1-2, et centre en retrait Rodrigo, pleine lucarne. Et quand tu joues simple comme ça, avec du mouvement où tout le monde défend, tout le monde attaque, j'ai la balle, je vais chercher des solutions, j'ai pas la balle, je propose des solutions. Et c'est comme ça le football, c'est un jeu d'école. On parle du Barça tiki-taka, mais le Real Madrid en transition et attaque placée,
Quand ça joue en mouvement, que c'est fluide comme ça, c'est inarrêtable. Parce que les joueurs ont la qualité technique, ou en plus de ça, le physique et cette percussion que des fois certains joueurs du Barça n'ont pas. Nous, on a plein de mecs techniques et de percussion, il faut y aller. Et les mecs sont rapides en plus, on est rapide. Faut en profiter. Et tu vois, quand tu gagnes 3-0 au bout d'un moment, que tu as des joueurs aussi inspirés comme Valverde qui te lâchent des passes laser pour Vasquez, qui malheureusement veut faire le mec personnel au lieu de la donner à Kylian qui aurait pu planter un doublé à la mi-temps, parce que Kylian, pour moi, il aurait dû finir ce match avec au moins un doublé, voire un triplé. Mais Vasquez, tu vois, après voilà, il a fait un très gros match, Lucas Vasquez. Bizarrement, quand personne l'attaque sur le côté, qu'il est libre de ses mouvements et d'attaquer, il est très bon pour aller percuter, tenter des choses. Et en plus des bons centres aujourd'hui. Ces derniers temps, les centres, c'était pas ça. Aujourd'hui, c'était pas mal. Dans les courses, les appels et tout. Mais quand il est pas pris pour la défense, ça va. Mais du coup, il a fait une action personnelle qui m'a pas trop plu. Jude, là, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. En fin de match, ils font le même appel. Là, t'as Mbappé caché derrière Jude Bellingham. Et ils se sont gênés, ils ont pas eu la balle. C'est un peu dommage. Ils se marchaient un peu dessus. Par contre, pour parler de l'aspect défensif, parce qu'il faut quand même que je mette 2-3 taquets avant de partir en vacances. Tchouaméni, et là je suis désolé, vous allez me dire, Tchouaméni n'est pas un défenseur central, c'est normal. Et je vais vous dire non, si vous avez déjà joué au football dans votre vie, même en niveau district, c'est pas normal. Là, t'avais déjà, bon, Luque Bacchio qui rentre dans Rudiger et Camavinga, qui fait quand même la passe pour l'ailier droit, ça centre pour Romero, mais là regardez Tchouaméni, à aucun moment il prend l'information pour savoir qu'il y a Isaac Romero à côté de lui. Lui, qu'est-ce qu'il fait ce bourricot? Il va au premier poteau. Mais tu vas pas au premier poteau. T'es pas sur un corner. T'as pas besoin de bloquer le premier poteau à ton gardien. Regarde où est le joueur et suis pas la balle. C'est pas la balle que tu dois suivre. Là, c'est le joueur. Si tu bloques le joueur, il saute pas. Et s'il saute pas, il y a pas but. Et si tu le gênes pas, bah le mec, il était tranquille. Gros caviar, frappe de la tête, but. Et en plus, il la met super bien, Isaac Romero. Et c'est pas normal. Courtois d'ailleurs. Courtois aujourd'hui, et même en ce moment, il fait un peu peur, Courtois. Là, il fait une passe totalement foirée après une passe de Rudiger. Courtois ici sur Tchouaméni, qui n'était pas sur ses appuis. Du coup, bon, il pouvait même pas y aller, etc. Mais bon, là, l'excuse, elle est pour Courtois. Tu vois, c'est lui qui a totalement foiré sa passe. C'est pas Tchouaméni, tu vois, même s'il est pas en mouvement et pas ultra bien placé non plus. Mais tu vois, il perd la balle, forcément. Courtois qui fait l'arrêt juste derrière, heureusement. Courtois qui se fait après, bon, une petite bévue, mais ça finit quand même en poteau de Romero, qui n'a pas été assidu et chanceux sur ce coup-là. Mais sinon, moi, ce qui m'a encore saoulé ici, c'est deux choses. Là, on a une perte de balle monumentale au milieu de terrain. Valverde, le pauvre, qui rate le ballon à pas grand-chose. Et là, t'as surtout... putain, on le voit pas, merde, j'ai pris le mauvais screen. On a Raúl Asensio, bon, qui rentre en cours de match pour être arrière droit, qui voit pas trop partir le joueur, du coup, Luque Bacchio, et Tchouaméni, qui est un peu décalé. Mais au lieu d'y aller, au lieu d'être bien placé pour y aller, il lui laisse tout l'espace et après, bon, l'autre, il te met une patatas bravas au premier poteau, c'est hyper chaud à arrêter. Mais Courtois, tu vois, il peut faire mieux. Il nous a habitués à mieux. Et pour le coup, tu vois, Tchouaméni, bah, il n'a pas la vitesse d'un Raúl Asensio pour revenir en défense. Et Raúl Asensio, qui est placé arrière droit, qui n'est pas son poste, bah, il est mal positionné. Donc en fait, les deux, sur l'action, étaient mal positionnés. Mais c'est plus, à mon sens, le problème de Tchouaméni, qui doit anticiper les balles longues comme ça et les pertes de balles, que l'arrière droit, qui lui était positionné un peu plus haut, parce que nous, de base, on avait la balle. Donc tu vois, sur ce contre de Séville, on s'est un peu fait manger. Après, bon, il y a eu les changements à la 70e, l'Arda Güler, les Modric. Mais bon, ça n'a pas changé grand-chose, ça n'a pas apporté beaucoup de choses au jeu. Mais en tout cas, je suis très satisfait. À part les 2 buts qu'on a encaissés, c'est un peu dommage. Mais après, on en a marqué 4, donc c'est plutôt cool. Satisfait de l'ensemble de l'effectif. Il n'y en a pas un, à part l'erreur de Tchouaméni, vraiment, qui a mal joué globalement. Pour moi, l'homme du match, bon, bah, j'ai vu que ça a été Kylian Mbappé, parce qu'il a beaucoup apporté dans son meilleur match, à mon sens, côté Real Madrid. J'aurais bien aimé aussi donner ce trophée de meilleur joueur à Valverde ou à Lucas Vasquez pour une fois, qui a fait un super match en ce moment. Mais en tout cas, Mbappé... il mérite, il finit bien l'année, il nous fait mentir, il nous montre des bons espoirs pour 2025 et j'espère que le Real passera, en tout cas après les fêtes, d'aussi bons moments qu'avant les fêtes et puis j'espère aussi que nous on pourra jubiler en 2025 autant qu'en 2024. Merci à tous de m'avoir écouté, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, j'attends tous vos avis à ce match-là et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les refs.